L'opposition sort de la trêve. Première critique contre le projet de François Mitterrand d'assouplir la loi Pasqua sur l'immigration. La réforme du code pénal, pour quand les juristes y travaillent? Mireille Delmas-Marty, professeure de droit, est notre invitée. Le drame de la petite Aurore, ballottée entre sa famille d'adoption et ses parents qui l'avaient abandonnée. Le procès s'ouvre lundi. L'Arménie, 3 semaines après le tremblement de terre, après le choc, la survie au jour le jour, reportage de l'équipe d'Antenne 2. La plus belle, la plus rapide, et maintenant la plus grande, Florence Joyner-Griffiths, sacrée athlète de l'année. Bonsoir. L'Arménie, 20 jours déjà, et peut-être un miracle ce soir. Les sauveteurs auraient retrouvé, il faut le dire au conditionnel encore, à Spitak, 17 personnes vivantes, emmurées depuis le tremblement de terre dans un silo à grains. Elles auraient survécu justement en mangeant ces graines. Un véritable miracle, je le disais. En Arménie, 20 jours après, les plaines sont pas refermées. Il y a eu le choc du tremblement de terre, il y a maintenant la survie, au jour le jour, pour tous les Arméniens sans abri. L'équipe d'Antenne 2 s'est rendue à Leninakan. C'est la plus importante des villes sinistrées. Il y aurait là-bas plus de 40 000 morts pour cette seule ville. Beaucoup plus que ce que disent officiellement les soviétiques. Rémi Roche, reportage. Partout, des petits groupes autour d'un feu, il faut d'abord lutter contre le froid. Regard vide, ils attendent, sans savoir quoi. La nuit tombe, ceux-là rentrent dans un garage crasseux qu'ils ont investi, un lit et quelques photos, celles de ceux qui ne seront plus jamais avec eux. Et comme une litanie, une nouvelle fois ils racontent le coup de tonnerre et puis le ciel qui tout à coup leur tombe sur la tête. Les Arméniens disent « les morts sont partis, le malheur est pour nous ». L'horloge de la place Lénine, figée sur l'heure de la catastrophe. Depuis, c'est une forme de survie qui s'installe pour ceux qui n'ont pas voulu quitter la ville malgré d'insistantes recommandations officielles. Partez, leur dit-on, il n'y a plus rien, plus de travail, plus d'école, plus de commerce. Laissez-nous reconstruire, vous reviendrez ensuite. Mais ils restent, pourquoi? Et ils errent dans ces rues défoncées, de distribution de nourriture en distribution de vêtements. Un simple examen fait peur, population encore traumatisée qui prend d'assaut les quelques dispensaires installés par les Occidentaux. Jusqu'à 160 consultations par jour pour chacun de ces médecins qui découvrent des malades avides des conseils de la médecine étrangère et de ces médicaments, inconnus pour la plupart. Enfin, une scène encore 100 fois répétée 20 jours après le séisme. Un homme, sa mère et un bulldozer sur l'un des innombrables chantiers de déblaiement. Ils fouillent dans ce qu'ils ont localisé on ne sait comment dans cet amoncellement de gravats comme leur appartement. Le bulldozer attend, sans impatience, mais le chantier doit avancer. L'homme n'est pas à la recherche d'un bijou ou d'un souvenir. Sa femme et ses 2 enfants sont encore sous les décombres, comme des milliers de cadavres qui, en Arménie, n'ont toujours pas été dégagés. Sans transition maintenant, l'annonce d'une réforme des lois sur l'immigration en France. C'était l'un des vœux prononcés par François Mitterrand dans son discours de Nouvel An. L'application concrète ne s'est pas fait attendre puisque déjà Pierre Joxe, le ministre de l'Intérieur, a pris des dispositions pour adoucir la loi Pasqua sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Quelles dispositions? Isabelle Staes. Cette carte de séjour, tous les immigrés souhaitent l'obtenir. Elle est désormais accessible à ceux qui vivent en situation irrégulière en France. Chaque demande sera examinée individuellement, ce qui ne garantit pas qu'elle sera acceptée. Même chose pour les étrangers mineurs qui ont fait leur première demande hors délai, soit plus de 8 jours après leur 16e anniversaire. D'autres mesures concernent les étrangers ayant des liens familiaux en France. Ainsi, les conjoints de Français et les parents étrangers d'enfants français, ils ont 1 an à compter du 1er février pour demander leur titre de séjour. Pourront enfin régulariser leur situation les jeunes étrangers majeurs ayant rejoint leurs parents avant le 7 décembre 1984 et en dehors de la procédure de regroupement familial. Pour l'instant, le pouvoir de reconduire à la frontière un immigré clandestin reste une simple mesure de police administrative. Il faudra une nouvelle loi pour modifier cette disposition.
Voilà, l'opposition est sortie de la trêve de Noël pour réagir aux propositions du président de la République. Alors déjà, le Front National a été le premier à réagir, très vivement d'ailleurs. Et aujourd'hui, à l'UDF et au RPR, on parle d'un piège du président de la République, Jean-Louis Le Suen. Il aura fallu attendre plus de 48 heures à la droite pour se ressaisir après les propos tenus sur l'immigration par François Mitterrand. 48 heures, ce devrait être un délai suffisant pour atténuer le ton des réactions. Or, que constate-t-on depuis la fin de cet après-midi? La virulence de toutes les réactions de droite. Alain Juppé, au nom du RPR, déclare tout bonnement que l'initiative du chef de l'État va à l'encontre de l'intérêt national. Jean-Claude Gaudin, pour l'UDF, reproche à M. Mitterrand de souffler sur les braises du Front National et de devenir dès lors un excellent agent électoral de Jean-Marie Le Pen. Bref, tout le monde, hormis le centriste Bernard Stasi, qui en appelle à la sérénité pour traiter le problème de l'immigration, tout le monde dénonce un coup politique du président de la République. En fait, dans toute cette affaire, la droite est bien mal à l'aise. D'un côté, elle ne peut pas désavouer la loi Pasqua, votée par 16 élus sous le gouvernement Chirac. D'un autre côté, elle ne peut pas se renier au point de mettre en branle des listes communes avec le Front National pour les prochaines élections municipales. L'allocution du président de la République ressemble à s'y méprendre à un piège très politique. En tout cas, la droite le croit aujourd'hui. Les vœux du président sont peut-être d'ores et déjà exaucés, au-delà même de ses espérances. Mais les réactions les plus intéressantes sont sans doute celles recueillies sur le terrain. Voyez l'exemple de Dreux. C'est une ville symbole où il y a une forte population immigrée, une ville à majorité de droite, où le Front National est puissant. Enquête, Henri Elie, Marcel Martin. 35% d'étrangers à Dreux selon les associations d'immigrés, 26 tout juste d'après la mairie, qu'importe le chiffre exact, tant il est vrai qu'ici au moins un quart de la population est aujourd'hui concernée par la modification des dispositions de la loi Pasqua. Des immigrés donc satisfaits de cette nouvelle, sans pour autant saisir encore la portée du message présidentiel. Ce message, si vous voulez, ça... L'égalité, si tu veux. Si vous voulez un peu d'égalité, continuité. C'était très très bon pour l'étranger, l'immigré, c'est très bon. À Dreux, dans la cité des Chamards, où cohabitent une quarantaine de communautés à majorité pakistanaise et d'Afrique du Nord, les immigrés vivent sans trop savoir ce que concrètement ils obtiendront des autorités françaises pour leur faciliter l'accueil et l'intégration sur le territoire national. Au niveau papier administratif, je pense en particulier à la communauté pakistanaise, qui ont des graves problèmes au niveau départemental, c'est-à-dire à la préfecture, à la sous-préfecture, pour obtenir des papiers pour retourner chez eux en vacances ou autre. Je pense que concrètement, ça peut accélérer les choses. En dehors de toute considération politique, même son de cloche du côté de la mairie, pourtant à majorité de droite. Chez les élus locaux, la prudence est de rigueur. Pour eux, deux préoccupations essentielles. D'abord, chaque mois sur le marché du travail, chiffre officiel, 60 nouveaux immigrés. D'autre part, il y a ceux que l'on ne peut pas vraiment comptabiliser, les clandestins. Il est évident que la volonté du maire est très aiguisée dans le sens d'une immigration contrôlée, d'une immigration canalisée, si je puis dire, et d'une absence totale de lutte, ou du moins contre l'immigration clandestine. Ainsi donc, à Dreux, d'un côté comme de l'autre, c'est d'abord l'attente et surtout la vigilance quant à la réalisation concrète des vœux présidentiels. L'on peut se demander en effet quel bénéfice la population d'immigrés pourra-t-elle tirer demain du nouveau transfert d'autorité du pouvoir judiciaire aux dépens des préfets. Le drame de la petite Aurore. Imaginez, Aurore a 4 ans. Elle a été abandonnée par sa mère à 10 mois. Mais pendant 3 ans, ensuite, elle a trouvé un véritable foyer dans une famille d'accueil. Hélas, en juillet dernier, la justice, se fondant sur la loi du sang, l'a rendue à son père, un homme qui avait eu quelques problèmes avec la justice. Depuis, cet homme lui interdit de revoir sa famille d'accueil, où elle avait été heureuse, alors même que la famille d'accueil a normalement un droit de visite et qu'Aurore veut y retourner. Lundi prochain, l'affaire repasse devant la justice. Anne Gainsburger. C'était en juillet dernier. Ce jour-là, Aurore apprend qu'elle doit s'en aller, quitter celle qui est devenue sa maman, oublier la famille qui l'a recueillie à l'âge de 10 mois. Les 3 premières années de sa vie, Aurore les a passées ici à Saintes. Ses jouets, elle n'a pas voulu les emporter, certaine que justice, comme elle l'appelle, l'écouterait un jour. À 4 ans, elle a choisi, c'est là qu'elle veut rester, elle l'a dit au juge. D'abord, on fait beaucoup trop parler cet enfant. Hein. Ça signifie qu'Aurore n'a pas le droit à la parole? Deuxièmement, si, mais tout à fait, tout à fait. Le fait que M. Védy ait été plusieurs fois condamné à de la prison ferme. M. Védy a été condamné en 1983 effectivement à la prison ferme.
C'est un des éléments, bien évidemment, qui figurait au dossier de la Cour, au dossier du juge pour enfants. Et cela n'a pas empêché ni le juge, ni les psychiatres, ni les éducateurs, ni la Cour d'appel de dire « Monsieur Védy, effectivement, il a fait des bêtises en 83, et pourtant, c'est un père qui est attaché à son enfant. » Au mois d'octobre, il a disparu 3 semaines, puisqu'il était en prison, et pendant ces 3 semaines, Aurore a également disparu, elle n'allait plus à l'école. Oui, alors ça, je n'en sais rien, parce que ça, c'est encore des choses que l'on raconte, je n'en sais rien. Si son père a aujourd'hui la garde d'Aurore, sa famille d'accueil, elle, a obtenu un droit de visite et d'hébergement, droit refusé chaque dimanche. Bon, vous nous laissez l'embrasser? Non. Pourquoi non? Parce que... Parce que quoi? Pas la peine de jouer avec mes nerfs, parce que là, je vais m'énerver, je vais passer par l'autre côté. Malgré les appels, malgré ses pleurs, Aurore reste séquestrée. Moi, j'ai tout à fait honte de ce qui se passe tous les dimanches. Je le vis extrêmement mal et mais il y a un choix à faire, c'est-à-dire où nous allons le dimanche, nous savons que nous lui faisons tout à fait mal, très mal, mais nous savons aussi qu'elle sait qu'on continue à l'aimer, que nous continuons à nous battre, que nous tenons absolument à ce qu'elle soit respectée, à ce qu'elle soit traitée en individu et pas en objet. Car les certificats médicaux sont là, qui témoignent des sévices sexuels dont Aurore s'était plaint. Malgré cela, l'éducatrice l'a laissé chez son père. Cela fera presque 6 mois lundi prochain, lorsque la Cour décidera à nouveau de l'avenir d'Aurore. Un autre fait divers, un haut fonctionnaire de Vendée s'est donné la mort le soir de la Saint-Sylvestre. Jean-François Yavgits a voulu donner à son geste fatal une dimension dramatique. Il s'est tiré une balle dans la tête dans le bureau de Philippe de Villiers, président du Conseil général de Vendée. Monsieur Yavgits n'a pas supporté d'avoir dû abandonner son poste de directeur des services administratifs lorsque Philippe de Villiers est justement devenu président du Conseil général. Ce dernier, Philippe de Villiers, s'est dit profondément ému de cette affaire. Enquête, Michel Monponté, Jean-François Chevet. En 6 ans d'activité au sein du Conseil général de Vendée, Jean-Franquin Yavgits avait su se forger un rôle capital. Au sein de cette administration, on aimait à le surnommer, parfois avec un brin de jalousie, le président bis. Mais dans les conseils de région, comme partout, les présidents changent. Et si le précédent, Michel Crucy, voyait plutôt d'un bon œil cette collaboration étroite avec Jean-Franquin Yavgits, Philippe de Villiers, lui, avait préféré, à peine élu, choisir un collaborateur à la personnalité peut-être un peu moins encombrante. Une démarche banale, somme toute, dans cette fonction, mais une démarche que Jean-Franquin Yavgits n'a pas pu supporter. Lorsque j'ai été élu, et conformément à l'usage, j'ai fait savoir à Jean-Franquin Yavgits qu'il serait, conformément au droit, remis à la disposition de son ministère d'origine, le ministère de l'Intérieur. Il m'a d'ailleurs remis entre les mains, conformément à l'usage, son poste le jour même de ma prise de fonction. Mais chacun comprendra, et je pense que vous le comprenez, que devant un tel drame, qui est un drame personnel, familial, partageant la détresse de toute une famille, s'impose le silence et le respect dû à un mort. Mais le seul fait que Jean-Franquin Yavgits ait choisi de mourir dans le bureau même de l'homme qu'il avait démis de ses fonctions suscite ici toutes les rumeurs, même les pires. On murmure qu'il n'y avait pas 2 places dans cette région pour 2 hommes de premier plan. Voilà 2 faits divers, ils passeront en justice et peut-être feront-ils l'objet d'une condamnation. Il y en a 5000 chaque année en France, des condamnations. Quelle référence pour la justice? Eh bien cela, le code pénal tout simplement. Ce code pénal, il est vieux, il date de Napoléon, vous le savez, le début du 19e siècle. Bien sûr, il a été modifié par petites touches, mais le président Mitterrand, il l'a dit encore dans ses vœux, souhaite une refonte complète de ce code pénal. Alors avec nous, Mireille Delmas-Marty, qui est professeure de droit, qui est aussi membre de la commission de refonte du code pénal. Bonsoir madame. C'est vrai, tous les juristes le reconnaissent, le code pénal est dépassé, mais est-ce qu'il est dépassé dans beaucoup de domaines? Écoutez, il est très vieux quand même, parce qu'il a près de 200 ans, et c'est vrai que même pour un code, ça fait beaucoup. Alors, il est dépassé sur certains points, il reste des archaïsmes, par exemple la mendicité, c'est un délit dans le code, mais je crois que ce qui est le plus grave, c'est surtout le désordre.
Comme vous l'avez dit, il y a eu des réformes, à des moments différents, on a su rajouter des textes, on en a enlevé d'autres, et à l'heure actuelle, on a l'impression d'un grand désordre, d'une très grande difficulté d'accès à cette loi pénale que nul n'est censé ignorer. En 86, un projet avait déjà été présenté au Conseil des ministres et même accepté juste avant les élections. Et finalement, donc, il avait été abandonné. Mais il donnait déjà les grandes lignes du nouveau code pénal? Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est le projet déposé par Robert Badinter, qui contient déjà 3 livres du nouveau code pénal. Et c'est une partie déjà très importante. Il y a beaucoup de travail de fait. Alors, ce qu'il faut, c'est continuer le travail. Et depuis 86, la Commission a continué à travailler dessus, alors? Alors, le garde des Sceaux actuel a relancé les travaux de la Commission. Il a donné une nouvelle impulsion à la Commission en lui demandant en octobre dernier de se remettre au travail, de relire en fait les premiers livres parce qu'entre 86 et 88, il y a eu des réformes, donc il faut en tenir compte. Et puis surtout de travailler au livre suivant. Dans quel sens ? Dans la rédaction de ce qui va suivre. Alors, je crois que ce qui est intéressant, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est cette coïncidence de date. Ce code pénal, il va commencer à être discuté, comme cela a été annoncé, en 1989. Et ça me paraît symboliquement très important parce que, au fond, il y a 2 choses dans ce code pénal. Il y a l'idée de modernisation qui est importante, mais il y a aussi, peut-être surtout, l'idée que c'est un code inspiré par les droits de l'homme. Justement, je crois que vous êtes présidente de la commission Justice pénale et droits de l'homme, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Tout à fait. Et au fond, en créant cette commission Justice pénale et droits de l'homme, le garde des Sceaux actuel poursuivait la tâche entreprise par Robert Badinter, consistant à souligner le lien étroit qu'il y a entre le droit pénal et les droits de l'homme. Au fond, un code pénal protège les droits fondamentaux de la personne. Et je crois que c'est très important de voir que la discussion va commencer en 89. Parce que les droits de l'homme tels qu'ils étaient conçus à l'origine dans le code pénal, eh bien, ils ont évolué. Il y a des valeurs nouvelles qui sont apparues, il y a des valeurs importantes comme le respect de la dignité de la personne qu'on ne percevait pas avec autant d'acuité en 1810 et qui maintenant apparaissent. Et ce projet de code pénal déposé en 86, il marque l'importance de ces valeurs nouvelles. Ce sera long à aboutir? Je crois que raisonnablement, ça peut être fait en quelques années. Quelques années, c'est quoi? 1 an ou bien 10 ans? Non, je pense que peut-être 5 ans. En 5 ans, en votant tous les ans 1 ou 2 livres, on doit pouvoir arriver à une refonte complète. Au fond, il y a toute une partie du travail qui est déjà faite en termes de projet. Donc si le Parlement commence la lecture immédiate de la partie déjà rédigée, je pense qu'il peut arriver à voter 1 ou 2 livres par an. Et ça donne une échéance de 5 ans. Merci Mireille Delmas-Marty, merci beaucoup. Confusion en Allemagne à propos de l'usine d'armes chimiques libyenne. Les Allemands ont-ils, oui ou non, aidé à la fabrication de cette usine? Des journaux américains les accusent. Une société française est aussi en cause. Et tout cela à quelques jours de l'ouverture de la conférence de Paris sur le désarmement chimique, justement. Philippe Rochaud, Patrice Pelé. Voici l'intérieur de l'usine dont on parle tant. À 65 km au sud de Tripoli, Rapta, c'est là qu'elle est implantée. Un complexe gigantesque qui serait capable, d'après les experts, de produire 2 sortes de gaz. Le gaz moutarde qui attaque les poumons, les yeux et la peau, et un autre gaz encore plus dangereux, le sarin, qui provoque la mort presque instantanément par destruction du système nerveux. 38 tonnes de ces 2 gaz pourraient être produits chaque jour dans cette usine. Les différents éléments nécessaires à sa construction auraient été acheminés via Hong Kong et Singapour et achetés pièce par pièce dans plusieurs pays à travers le monde, 12 au total dont la France. Selon les experts américains, l'entreprise de Dietrich, 2e spécialiste mondial pour la fabrication de cuves à haute pression, est impliquée. Mais ce soir, au siège de l'entreprise en Alsace, on dément catégoriquement avoir travaillé pour la Libye. De son côté, le colonel Kadhafi affirme que son usine ne fabriquera que des produits pharmaceutiques et accuse les États-Unis d'ingérence dans ses affaires intérieures. En Allemagne de l'Ouest, cette affaire fait grand bruit. Une entreprise spécialisée serait à l'origine de l'usine libyenne. Imhausen Chemie, une petite entreprise familiale montrée du doigt par les Américains, mais qui se défend d'avoir fourni à la Libye la matière nécessaire pour la fabrication d'armes chimiques. Nous ne savons même pas où est la Libye
nous n'avons pas les connaissances nécessaires. L'affaire pourrait s'arrêter là si le gouvernement allemand ne s'en mêlait pas dans ses mises au point. D'un côté, le ministère des Affaires étrangères affirme que le parquet fédéral a ouvert une enquête, ce qui est ensuite démenti. De l'autre, le ministère des Finances déclare qu'il est sur cette affaire depuis vendredi, alors qu'il n'a commencé son travail que depuis ce matin, et que de toute façon, il n'a rien trouvé. Mais l'affaire est d'autant plus grave que le chancelier Kohl aurait été informé des soupçons américains dès le mois de novembre dernier, lors de son voyage aux États-Unis. L'affaire du Boeing de la Pan Am suite. Chaque jour apporte de nouvelles révélations après l'attentat. Le parquet de Francfort a confirmé tout à l'heure que certains colis embarqués à Francfort n'avaient pas été inspectés. C'est sans doute parmi ces colis que se trouvait la bombe. Cela pose bien sûr le problème de la sécurité et de la surveillance des bagages. Nous en avons largement parlé déjà. La police française vient d'acquérir un nouvel appareil canadien, un appareil qui permet de détecter les explosifs dans les bagages. Ce n'est pas encore la panacée, mais il sera sûrement très utile. Michel Perrault. Jusqu'à présent, un chien spécialement dressé était seul en mesure de reconnaître la présence d'explosifs dans les bagages. Ce privilège lui est désormais disputé par 7 machines d'origine canadienne. Ici, la truffe est électronique. D'abord, elle renifle le colis afin de repérer l'éventuelle présence de matière suspecte. En ce cas, l'introduction d'une sonde permet le prélèvement d'échantillons d'air qui sont ensuite insérés dans l'appareil pour être analysés. 1 minute et demie plus tard, la machine affiche les caractéristiques de l'explosif détecté. 200 appareils de ce type existent actuellement dans le monde. Ils permettent en outre la détection et l'analyse de la drogue. Oui, toujours à propos de cette affaire du Boeing, Yasser Arafat, le leader de l'OLP, aurait accepté de coopérer avec les services de renseignement américains pour retrouver les auteurs de l'attentat. Le FBI a dit d'accord. Gilles Rabin. Caissier et revolver à la ceinture comme n'importe quel combattant palestinien, mais déjà la gravité affectée qui convient à tout responsable politique de dimension internationale. Reçu comme un chef d'État à Riyad par les émirs d'Arabie, Yasser Arafat inaugure le chantier de la future ambassade de Palestine. Tout faire pour préserver sa nouvelle respectabilité diplomatique. Selon 2 quotidiens britanniques, Arafat aurait proposé de mener sa propre enquête pour retrouver les auteurs de l'attentat contre l'avion de la Pan Am. Yasser Arafat se serait même déclaré prêt à envoyer un commando pour punir les coupables si se confirmaient les soupçons qui pèsent sur des organisations palestiniennes. Réaction immédiate du FBI américain. Si cette information se confirme, la proposition de M. Arafat est très importante, très constructive. Dans l'actualité internationale encore, les 30 ans de la révolution cubaine et le naufrage d'un bateau mouche au Brésil. Mais tout d'abord, nous restons au Proche-Orient avec les nouveaux troubles dans les territoires occupés par Israël. Véronique Tavo. Nouveaux affrontements en Cisjordanie et à Gaza. 11 Palestiniens blessés par les tirs des soldats israéliens. À Hébron, à Ramallah, des groupes de jeunes manifestants brandissant le drapeau palestinien se sont heurtés aux forces de l'ordre. Une vague d'incidents qui survient après l'expulsion de 13 Palestiniens vers le Liban. Israël leur reproche d'être à l'origine de soulèvements dans les territoires occupés. Depuis décembre 87, le début des troubles, 49 Palestiniens ont ainsi été expulsés vers le Liban. Le marxisme-léninisme ou la mort. Cuba a fêté en grande pompe le 30e anniversaire de sa révolution. Un discours très virulent de Fidel Castro, un discours symbole. C'est à Santiago de Cuba, du balcon où il avait le 1er janvier 1959 proclamé la victoire de la guérilla, que le numéro 1 cubain s'est exprimé. Fidélité aux principes socialistes réaffirmés, un message clair, mais une priorité, sortir le pays de la crise économique. Fidel Castro a décidé de tendre la main aux Américains, mais également aux devises étrangères. La polémique après l'accident, un bateau surchargé qui n'aurait jamais dû prendre la mer. 70 personnes ont pu regagner le rivage à la nage, des rescapés qui aujourd'hui témoignent. 131 personnes à bord pour une capacité maximum de 100 passagers. Les gardes-côtes avaient ordonné au commandant du bateau de rentrer au port. Une mise en garde dont n'ont pas tenu compte les responsables du navire accusés aujourd'hui de négligence. Bilan, 51 morts et toujours 9 personnes portées disparues.
Et ceci encore, Washington, capitale du crime. La capitale fédérale américaine détient depuis peu un triste record. En un an, 366 personnes ont été tuées. Cela fait un meurtre par jour en 88. Proportionnellement, c'est plus que dans aucune autre ville américaine, plus que New York ou que Chicago. Principale cause, la drogue. Jacques Abouchard, reportage. La ville en état de siège, c'est le titre d'un programme télévisé quotidien d'une station de Washington sur la violence dans la capitale fédérale. Certains soirs, à 5 minutes de la Maison Blanche, c'est presque Beyrouth pour l'ambiance sonore. Tard venu au crime, Washington s'est bien rattrapé. Le 31 octobre, elle avait déjà battu son record annuel d'assassinats avec 288 morts. L'hécatombe s'accélère alors que dans la plupart des grandes villes américaines touchées, Detroit, Miami ou Los Angeles, elle a plutôt tendance à diminuer. La police multiplie ses opérations dans les secteurs chauds, les quartiers pauvres, à majorité noire, transformés en sanctuaires du marché de la drogue. 15 000 arrestations liées au trafic de stupéfiants en 1987. Cette année, elles passeront le cap des 20 000. L'argent coule à flot. Surtout, les trafiquants s'équipent d'armes de poing de gros calibre et de mitraillettes. Mes hommes sont en infériorité par le nombre et par l'armement, se plaint Maurice Turner, le chef de la police locale. La secte des Black Muslims, les musulmans noirs, a déclaré une guerre sans merci aux trafiquants de drogue. Depuis quelques mois, ces hommes sanglés dans leurs costumes uniformes ont nettoyé certaines rues où la police ne se risquait plus. Ils se présentent désormais en sentinelle avancée de l'islam à Washington. En France encore, cette information qui ne fera pas plaisir à ceux qui empruntent les autoroutes. Les autoroutes gratuites ne sont pas pour demain, je vous le dis tout de suite. En principe, elles devaient devenir gratuites en 92. Eh bien, la gratuité totale est reportée à 2010. Et pour faire bonne mesure, les péages augmenteront cette année de 2,5% en moyenne. Le temps des bilans, le temps des classements, ce début 89, les journaux sportifs ont rendu leur verdict. L'athlète de l'année est une femme. Cela n'était pas arrivé depuis 9 ans. Vous devinez qui? La plus jolie, mais aussi la plus musclée. Celle qui court aussi vite que les hommes, c'est Flojo, Florence Joyner Griffiths. Jean Mamère. La star des stars, Florence Griffiths Joyner, en pleurs sur la plus haute marche. Souriante et éclatante quelques minutes plus tôt en finale du 100 mètres, une athlète au sommet de son art, physiquement et musculairement parfaite, et la même personne qui 4 ans auparavant à Los Angeles n'occupait alors que la 2e place sur le podium. Une métamorphose impressionnante sur laquelle les spécialistes se posent beaucoup de questions. C'est le fruit, paraît-il, du travail de son entraîneur de mari. Une évolution que l'on ne peut s'empêcher de comparer à celle du Canadien Ben Johnson. Malheureusement, l'ex-roi du sprint a été déchu pour dopage. A l'inverse, Florence Griffiths est une reine, une vraie, une star, une championne exceptionnelle qui a cumulé une large victoire sur 100 mètres et un non moins impressionnant record du monde sur 200 mètres. Ajoutez à cela une médaille d'or et d'argent en relais, cela vous fait un palmarès aussi long que ses ongles de la main. Florence Griffiths Joyner, c'est le sourire de la femme épanouie. Flojo, le sourire de l'athlète 1988, la reine incontestée des Jeux Olympiques. J'ajoute que 2 autres sportifs sont distingués meilleur rugbyman du monde, d'après notre confrère Midi Olympique, c'est Serge Blanco, un Français. Et puis meilleur footballeur de France, eh bien là encore c'est un Français, c'est Stéphane Paille, d'après l'équipe et quelques autres journaux. J'ai un tiercé à vous donner, le tiercé de demain. Les pronostics pour le tiercé de demain, bien sûr, c'est sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, c'est un peu au sud. Alors voici ces pronostics, il y a 20 partants. Pierrette propose le 8, le 5, le 4, le 9, le 3, le 20, le 18 et le 17. Fin de cette édition. Prochain journal, Henri Sagnier, ce sera vers 23h15. Demain, Télématin, 6h45 avec Roger Zabel. 3 journaux complets d'information, 7h, 7h30, 8h, avec bien sûr Catherine Sellac et Marc Hauteman. Et puis Gérard Morin recevra à 7h45 dans les 4 vérités Maître Soulez-Larivière à propos de la réforme du code pénal dont nous venons de parler. À demain soir.